On a souvent cette image du corps humain comme d'une machine hyper bien compartimentée. Un peu comme une voiture, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on aime bien simplifier les choses. Ben oui, si le pneu avant droit est crevé, c'est juste le pneu avant droit qui pose problème. Le pneu arrière gauche, lui, il continue de rouler sans la moindre anomalie. Et on suppose que nos muscles fonctionnent selon cette même logique d'isolation. Complètement. C'est l'idée reçue classique. Genre, si un individu s'épuise à faire des flexions avec son bras droit, on s'attend logiquement à ce que sa jambe gauche, qui s'est reposée tranquillement pendant ce temps, soit parfaitement fraîche et prête à produire un effort maximal. Eh ben, cette présomption d'énergie stockée localement, elle est super répandue. Mais la réalité physiologique contredit totalement cette idée d'un système fermé, tu vois. C'est pas si simple en fait. Non, pas du tout. La recherche montre que le corps ne gère pas l'épuisement comme un problème isolé, c'est plutôt géré comme une crise systémique globale. En gros, l'énergie et la fatigue, c'est pas juste des petites jauges indépendantes attribuées à chaque membre. Et c'est exactement ça qu'on va décortiquer dans notre analyse d'aujourd'hui. On s'attaque à ce phénomène assez contre-intuitif que le milieu scientifique appelle la fatigue musculaire non locale, ou NLMF en abrégé. C'est un concept fascinant. Pour comprendre comment la fatigue d'un membre peut littéralement voyager vers un membre au repos, on s'appuie sur un article publié en 2024, c'est dans le Journal of Sport Science and Medicine. Une très bonne revue d'ailleurs. Ouais. L'étude s'intitule The Duration of Non-Local Muscle Fatigue Effects. Et il faut quand même citer l'impressionnante équipe derrière ça. On a Ali Zaheri, Reza Goudini, Shahab Alizadeh, Abdolhamid Daneshju, Mohamed Emaï Mahmoud, Andreas Conrad, Urs Gramacher et David Jibim. Une vraie collaboration internationale, oui. Mais tu sais, l'existence même de cette fatigue croisée, c'est pas une découverte nouvelle en soi. Ah bon? On le savait déjà. Ah oui, absolument. Il y a eu des méta-analyses exhaustives, je pense notamment à celles de 2015 et 2019, qui avaient déjà établi ça. Elles montraient que l'épuisement intense d'un groupe musculaire précis entraîne invariablement une baisse de performance dans un groupe distant, même s'il a fourni aucun effort. D'accord. Mais alors, qu'est-ce que cette nouvelle étude apporte de plus? Le véritable mystère qu'ils essayent de résoudre ici, c'est la chronologie, la durée de cette faiblesse fantôme. L'objectif, c'est de savoir exactement combien de temps le corps met pour rétablir son équilibre global après un effort unilatéral extrême. Je vois. Et pour prouver qu'un muscle repos perd réellement de sa force, j'imagine qu'il faut un protocole hyper rigoureux. Faut éliminer toutes les variables parasites. Totalement. C'est pour ça qu'ils ont recruté 17 participants. Des gens qui s'entraînent de manière récréative, pas des athlètes olympiques, 13 hommes et 4 femmes. Ok, et comment ils les ont torturés, si je puis dire? Eh bien, l'idée centrale, c'était de fatiguer à l'extrême la jambe dominante et de mesurer l'impact sur la jambe non dominante, celle qui bougeait pas. Et pour induire cette fatigue, ils n'ont pas fait un simple footing, J'imagine que non. avec seulement une petite minute de repos entre les deux. 100 secondes? Ouais, et c'était un effort isométrique maximal. Ça veut dire que l'articulation ne bouge pas du tout, mais le muscle doit générer la force la plus élevée possible sans s'arrêter. Juste pour bien conceptualiser ce truc, c'est la fameuse contraction isométrique volontaire maximale, la MVIC. En gros, c'est comme se placer face à un mur de briques porteurs et essayer de le pousser de toutes ses forces. C'est exactement ça. Le mur cédera jamais, mais tu donnes littéralement toute ton énergie sans la moindre fraction de seconde de relâchement. Et ça pendant plus d'une minute et demie. Franchement, ça doit être atrocement exigeant mentalement et physiquement. Ah, c'est une épreuve brutale. Ça vide complètement les réserves énergétiques locales du muscle, tout en imposant une charge monumentale à ton système nerveux central. Et pendant ce temps-là, la jambe non dominante restait fixée, strictement immobile. Oui, ils avaient des capteurs pour s'assurer qu'il n'y avait aucune microcontraction involontaire. Et c'est là que le protocole devient super intéressant. Ils ont testé la force de cette jambe au repos à des intervalles très précis. 1 minute, 3 minutes et 5 minutes après l'effort. Attends, pourquoi ces fenêtres-là spécifiquement? Pourquoi pas juste tester tout de suite après l'exercice, comme le font la plupart des autres études? Parce que les études précédentes se concentraient justement sur cet effet immédiat. Ça laissait un énorme vide scientifique sur la phase de récupération. En testant à 1, 3 et 5 minutes, Zaheri et son équipe ne font pas que confirmer la fatigue. Ils tracent une vraie courbe de récupération systémique. Ah, c'est brillant, on voit l'évolution dans le temps.
Exactement. Et pour que ce soit précis, ils n'ont pas juste mesuré la force maximale brute, ils ont aussi regardé la force instantanée, la F100. C'est quoi ça, la F100? C'est la force que le muscle est capable de déployer dans les 100 premières millisecondes. Ah oui, l'explosivité. Voilà, dans le sport, c'est crucial. C'est ce qui permet à un sprinter de jaillir des blocs, par exemple. Et en plus de ça, ils ont utilisé l'électromyographie, l'EMG. Ça permet de mesurer l'activité électrique envoyée par le cerveau vers le muscle. Ok, donc le piège expérimental est posé. Qu'est-ce que les données ont révélé sur cette pauvre jambe qui est restée immobile et à clignotant? Les chiffres sont assez fous. Sur le quadriceps non dominant, à 1 minute après l'exercice, ils ont noté une chute de force de 15,8%. Parlant, près de 16% de perte de force dans un membre qui n'a absolument rien fait. Oui, les chercheurs qualifient ça de baisse modérée sur le papier, mais on est d'accord, dans un contexte sportif, c'est massif. C'est énorme. Si tu es en compétition, tu perds 16% de tes capacités sur un muscle frais, c'est la cata. Et à 3 minutes, ça donnait quoi? À 3 minutes, il y avait toujours un déficit, léger cette fois, de 8,5%. Et la fameuse F100, la force instantanée, a subi des baisses importantes à 1 et 3 minutes aussi. Donc, le muscle est moins fort, mais aussi beaucoup moins réactif. D'accord. Mais la logique voudrait qu'à 5 minutes, le corps ait fini de purger le système, non? Et c'est ce que les données montrent. À 5 minutes, il n'y avait plus de déficit significatif. La récupération était complète. Ouf, heureusement. Mais attends, tu as parlé de l'EMG tout à l'heure. L'activité électrique. Ouais, et c'est là qu'on tombe sur une anomalie fascinante. À la première minute, là où la jambe au repos est la plus faible physiquement, l'activité électrique du muscle a bondi de 114%. Attends, quoi? C'est un vrai paradoxe, ça. Si le signal électrique du cerveau augmente de plus du double, pourquoi le muscle est physiquement plus faible? Il devrait être surpuissant? Eh ben non. L'augmentation de l'EMG, ça prouve que le système nerveux essaie de compenser. En gros, le cerveau crie plus fort, il ouvre grand les vannes neuronales, mais le muscle périphérique n'arrive pas à suivre. La commande électrique arrive, mais la mécanique ne répond pas. Exactement. C'est la preuve que la fatigue, c'est pas juste un câble neuronal coupé. D'ailleurs, petite parenthèse, les ischio-jambiers ne montraient aucun schéma de fatigue prévisible. Ah bon? Pourquoi? Ça illustre le principe de spécificité du mouvement. La fatigue cible en priorité les muscles homologues. Ici, les quadriceps opposés, qui partagent des voies neuromusculaires similaires. Ok, je comprends. Mais alors, puisque le problème ne vient pas d'un manque de signal électrique venant du cerveau, vu qu'il crie à 114%, comment cette fatigue se propage-t-elle physiquement? C'est quoi le mécanisme? L'étude met en avant deux grandes théories. D'abord, l'hypothèse biochimique. Quand la jambe dominante subit cet effort extrême, elle produit massivement des métabolites. Des ions hydrogène, du potassium, du lactate, des protéines de choc thermique. Et tous ces déchets, ils vont où? Ils sont libérés dans le sang. Et ils voyagent via le système cardiovasculaire vers le reste du corps, y compris vers la jambe en repos. Et là-bas, ils viennent altérer la capacité contractile des cellules musculaires. Ah, attends, j'ai une métaphore pour ça. C'est un peu comme si on avait une seule pièce d'une maison en feu. D'accord? Le quadriceps dominant, c'est la pièce en feu. Mais la fumée, donc les métabolites, elle voyage par les conduits d'aération, le sang, et elle se répand partout. Elle déclenche les détecteurs dans des pièces qui ne brûlent pas du tout. C'est une excellente métaphore. Et pour filer ton analogie, cette fumée empêche littéralement la mécanique de fonctionner. Par exemple, l'acidité due aux ions hydrogène empêche le calcium de bien se lier pour faire contracter la fibre musculaire. Le potassium, lui, rend la cellule presque sourde au signal électrique. D'où la baisse de force, c'est super clair. Et la deuxième théorie? C'est une hypothèse psychologique, liée à la perception de l'effort, basée sur des travaux de Steele en 2020. L'idée, c'est le gouverneur central. Face à l'effort unilatéral extrême de la jambe, les nerfs envoient un torrent de signaux de douleur au cerveau. L'ordinateur central s'affole, en gros. Exactement. La fatigue mentale globale augmente. Le cerveau perçoit une telle difficulté qu'il décide de brider les performances du corps entier pour se protéger d'une défaillance totale. Il coupe le courant dans toute la maison par précaution. Voilà. Même si tu donnes l'ordre de pousser l'autre jambe, ton subconscient met un plafond de sécurité. Mais attention, c'est là qu'il faut apporter une nuance critique par rapport aux limites de l'étude. Les fameux participants récréatifs. Oui, l'échantillon était composé des sportifs occasionnels. Si les chercheurs avaient testé des athlètes d'élite, habitués à repousser la douleur extrême, peut-être que l'impact de cette limitation psychologique aurait été différent. Ils auraient peut-être pu ignorer cette alarme. C'est vrai que la gestion de la douleur s'entraîne.
Et côté genre, vu qu'il y avait des hommes et des femmes? L'échantillon féminin était restreint, 4 femmes contre 13 hommes. Mais les données montrent quand même que les hommes ont une baisse de force plus marquée, ce qui corrobore d'autres recherches suggérant que les femmes ont une bien meilleure résistance globale à la fatigue musculaire. Moins d'accumulation de métabolites acides, souvent chez les femmes, non? Tout à fait, grâce à une meilleure oxydation des lipides notamment. C'est fascinant. Donc, si on doit récapituler calmement l'implication majeure de cette étude, la durée de récupération, c'est vraiment le facteur crucial. C'est le point clé, oui. En gros, si un individu épuise intensément un groupe musculaire d'un côté de son corps, il doit savoir que le reste de son corps subira une vraie pénalité de performance mesurable, et ce pendant environ 3 minutes. Exactement. C'est fondamental à prendre en compte, par exemple, pour ceux qui font des circuits d'entraînement. Enchaîner bas du corps puis haut du corps, sans repos, en pensant que le haut est frais, physiologiquement, c'est faux pendant ces 3 minutes. C'est clair, ça remet pas mal de choses en perspective. Ça m'amène d'ailleurs à une réflexion un peu provocatrice pour ceux qui nous écoutent. Dis-moi. Si une grande partie de cette fatigue locale est due à cette perception mentale globale de l'effort, à ce fameux gouverneur central, est-ce que ce serait théoriquement possible d'entraîner le cerveau à ignorer cette fausse alarme? Ah, le biohacking neurologique. Ouais, de compartimenter consciemment la douleur pour déverrouiller cette force qui est techniquement toujours là mais bloquée par le cerveau pendant cette fenêtre critique de 3 minutes. C'est la grande question. Et c'est sans doute là que se trouve la prochaine frontière de la performance humaine de haut niveau. Arriver à hacker ce système de protection. C'est dingue. En tout cas, j'incite vraiment notre auditoire à aller consulter l'article original. Lisez ce papier de Zahiri et de ses collègues. Plongez dans les données brutes, voir les graphiques de l'EMG qui explosent pendant que la force chute, c'est passionnant. Oui, la méthodologie détaillée vaut vraiment le détour. D'ailleurs, petit rappel formel à tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Ça vous assure de ne rater aucune de nos futures analyses scientifiques de ce calibre. On a encore plein d'études fascinantes à décortiquer. On voit bien aujourd'hui qu'aucun effort n'est véritablement isolé dans notre corps. Tout est connecté. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour une nouvelle exploration de la science du corps humain.